Sur la notion du temps. Finalement, la conférence que vous avez eue, elle a été un petit peu, tu as utilisé ce terme-là, sur les aspects techniques, comment on mesure le temps, mais on voulait plus débattre avec vous sur la manière dont on perçoit le temps. Et on est convaincu que, suivant qui l'on est, suivant son parcours, on ne va peut-être pas avoir la même manière de percevoir le temps. Donc on a choisi 3 intervenants qui, chacun à leur manière, sont confrontés au temps. Donc, vous avez déjà entendu le physicien, qui a une notion du temps, on va dire, très scientifique. Nous, on appelle ça science dure, quelque part, sur la précision, la mesure. Et on s'est dit aussi, le temps intérieur, notre horloge biologique, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, un chercheur au sein de notre université, qui peut avoir un petit peu des idées là-dessus, et on a du bol, c'est que à la fac, on a Rémi qui fait de la recherche dans le domaine des sciences du sport, et en particulier sur le sommeil, et qui travaille en particulier aussi avec, mais pas que, avec des navigateurs. Vous connaissez sûrement tous Thomas Rouillant, qui est notre navigateur local ici à Dunkerque. Thomas Setten aussi. Jean Setten. Joé, pardon. Et ben, par exemple, Rémi, les équipes d'instrumentation, les capteurs pour étudier leur sommeil. Donc on aura ce point de vue-là. Et Dominique, alors je laisse en parler parce que Eric, il passe en fait dans ses hobbies, il a 3 endroits. Le plus, le labo et le frac. Et ma maison aussi. Oui, je ne peux pas les classer. Et donc, il était tout le temps en frac, et c'est pour ça que tu as eu cette idée. Voilà, c'est ça. Donc, Dominique Potvin, qui est chargé de médiation au FRAC. Donc, on se connaît depuis déjà longtemps. Chaque fois que je vais au FRAC, on discute ensemble des œuvres. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un point commun entre le chercheur et l'artiste, surtout l'artiste d'art contemporain, dans l'évolution de sa pensée, quand il fait une œuvre, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce que nous on fait dans les laboratoires. Et donc je trouvais qu'il y avait un lien aussi sur certaines œuvres. Il y a certaines œuvres qui ont vraiment un lien avec le temps, et je tenais absolument à ce qu'il y ait une personne qui ne soit pas scientifique avec nous ce soir pour nous parler déjà du FRAC un peu, et puis aussi d'œuvres particulières liées au temps. Alors, est-ce que le problème, c'est qu'on ne s'est pas bien concerté. Alors, est-ce que je démarre un petit peu sur mon idée et après je te laisse enchaîner? Comment tu veux faire? Vous voulez vous présenter peut-être d'abord, chacun votre tour, sur ce que vous faites et votre relation avec le temps. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Dominique Potvin. Donc, je suis chargé de médiation au FRAC Grand Large. Donc, la médiation, c'est un bien grand mot. La médiation, ça regroupe tout ce qui est préparation de projets, d'accueil du public. J'aime même dire des publics, puisque je suis en charge plus particulièrement des publics en situation de handicap. C'est donc préparer les visites en amont, visiter les structures, faire venir les structures, travailler aussi sur des aides à la visite pour que les visites soient plus compréhensibles par tout le monde. L'accueil du public également, les week-ends, je suis là pour éventuellement une visite guidée. Voilà, c'est un petit peu tout ça que regroupe la médiation. Bonjour à tous, je suis Rémi Urdel d'abord, et je suis ravi aussi de me retrouver là parmi vous. J'apprends plein de choses depuis tout à l'heure, c'est super chouette. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, mon domaine de recherche c'est le sport et les sports extrêmes. La navigation solitaire, les courses à pied d'ultra longue distance, des expéditions polaires, voilà, des choses qui sont longues et difficiles. Et pourquoi ça? Parce que je suis intimement convaincu que c'est dans l'extrême et dans l'amplification des phénomènes, du fait qu'on fait des exercices dans des conditions extrêmes, qu'on peut comprendre aussi un peu mieux l'être humain et qu'on peut appliquer des choses
Elle n'évoque rien, puisqu'on va avoir un stock de feuilles, on va avoir une bouteille d'alcool à brûler, mais concrètement, elle prend son sens véritablement que lorsqu'elle est présentée. Je vais prendre l'exemple d'une pièce de théâtre, d'un décor. Le décor, voilà, vous avez des amas de tissu, des amas de carton. On va vous générer une ambiance, on va vous provoquer une idée d'espace qu'à partir du moment où les éléments vont être présentés. Une fois qu'ils ne sont pas présentés, on a des éléments mais qui ne prennent pas vraiment tout leur sens. D'autres questions? Oui. J'aimerais savoir si, pour chacun d'entre vous, ce que ça votre perception à l'intemporalité. Alors, je ne suis pas le scientifique du groupe, ça va être compliqué. Voilà, j'imagine que pour vous, l'intemporalité existe, surtout dans les œuvres d'art. L'intemporalité, ça peut être, je vais peut-être dire, l'évocation d'une œuvre qui, malgré le temps qui passe, continue à garder tout son sens, tout simplement. Une œuvre peut être vieille de 200, 200 ans, elle garde tout son sens. Là, justement, on parlait d'une œuvre avec Eric, d'une œuvre qu'une artiste qui a en fait réutilisé des plaques photographiques qui datent du 19e siècle. Et à partir de ces plaques, l'artiste en a fait des négatifs. Ces négatifs photos, elle les a positionnés sur un papier photosensible qu'elle a exposé à la lumière de la Lune en essayant de garder la Lune croissante lors de sa première prise de vue au 19e siècle. Et l'idée de cette œuvre est assez jolie, c'est-à-dire qu'on a une image de la Lune qui a été captée au 19e siècle, qui va prendre tout son sens au 21e, lorsqu'elle va être représentée à la lumière du soleil. On a un peu l'idée, alors que je trouve assez romantique, on a un petit peu l'idée de la Lune qui fait son autoportrait. Là on est pareil dans une idée d'une révélation qui se fait à double coup. Voilà, on peut voir l'œuvre derrière. C'est très joli, hein, parce qu'on a ce papier un peu argent qui en fait est tout moiré lorsque vous voyez éclairé par les différents spots de présentation. Et moi, c'est une œuvre que j'aime tout particulièrement parce que ce que je disais, ce côté temps, elle est gravée dans l'idée du 19e, mais elle est réactualisée là au 21e grâce au tirage. Moi j'aurais envie de répondre que pour nous la temporalité n'existe pas vraiment, parce que nous, notre travail c'est de mesurer les intervalles de temps, et donc en fait on a une seule chance de les mesurer. Quelque part, mesurer le temps, j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui se démarquait beaucoup de ce qu'on peut faire avec les autres unités. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer une distance sur une feuille de papier, eh ben, vous prenez votre règle et vous mesurez jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous avez la bonne mesure. Si vous voulez mesurer un intervalle de temps, en fait, vous n'avez qu'une seule chance. Le temps, une fois qu'il est passé, on ne peut pas le régénérer, il ne peut pas revenir. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un des aspects qui m'a intrigué très tôt sur le temps, et c'est peut-être ce qui m'a dirigé vers la mesure du temps. Mais donc je vais faire une réponse un peu opposée à ce que mon voisin a dit. Et j'ai... Parce que dans la question sur l'intemporalité, moi j'y entends aussi la constance. Et en physique, il y a des grandes constantes. Et Ronov, tu travailles avec des laboratoires, je pense à Villetaneuse par exemple, où ils vont essayer de voir les variations des grandes constantes de l'univers dans le temps. Et moi ça m'a toujours interpellé, parce que pi c'est pi, est-ce que pi est intemporel? Et après il y a d'autres constantes. Donc, par exemple, je pense qu'il dans ce laboratoire avec Anna Michelin, ils travaillent sur la constante de Boltzmann, par exemple, des choses comme ça. Et ils vont essayer de regarder, ils ont tellement des outils précis
qui sont en capacité, et ça me trouble, d'essayer de mesurer les variations infimes des constantes. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien d'intemporel en physique, même les constantes. Tu peux répondre un peu à ça? Ça, je peux plus répondre, effectivement. Certaines théories prédisent qu'effectivement, les constantes, ou certaines constantes fondamentales, telles qu'elles sont enseignées à l'université, ne sont après tout pas constantes. C'est toujours une question de à quelle distance on regarde les choses. Quand on regarde les choses de loin, évidemment, on a l'impression qu'elles ne bougent pas. Mais quand on regarde les choses de plus près, on commence à rentrer dans la structure fine des choses et se rendre compte des détails. Et là, les horloges atomiques sont vraiment l'arme absolue. Parce que, en fait, les horloges atomiques sont de très loin les instruments les plus exacts qui ont jamais été construits par l'homme. Je reviens, par exemple, sur l'histoire du kilogramme, qui, jusqu'à sa redéfinition il y a 3 ou 4 ans, était une unité très mal définie. La seconde, grâce aux horloges atomiques, est beaucoup mieux définie, et il n'y a aucun autre instrument sur Terre qui peut permettre de certifier 18 chiffres significatifs. Ça veut dire aussi que c'est les meilleurs instruments qu'on peut utiliser pour tester des théories physiques et de tester l'évolution de paramètres des théories physiques. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé de variation des constantes fondamentales. À travers les horloges atomiques, on peut essayer de traquer la variation de la constante de structure fine, du rapport de masse entre l'électron et le proton, par exemple. Donc, pour le moment, on n'a rien trouvé. Mais la porte est ouverte. On a des mesures qu'on a accumulées depuis presque une vingtaine d'années maintenant, plus d'une quinzaine d'années en tout cas, et plus les horloges s'améliorent, plus elles ont une résolution statistique qui est meilleure. Donc on est en train de zoomer de plus en plus pour essayer de mettre les théories physiques en défaut, alors non pas pour les critiquer, mais plutôt au contraire pour voir si on arrive à les développer encore à un ordre supérieur. J'ai pris un peu de temps, excusez-moi, pour réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire. Non, en fait, du coup, j'ai peut-être 2 histoires à vous raconter, en fait. Dans la temporalité, je pense qu'il y a une notion de fréquence de quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Nous, on a une fréquence qu'on appelle... Enfin, on a un rythme qui s'appelle circadien, donc avec des choses qui reviennent en fait par pas de 24 heures. Donc ce soir vous allez dormir, demain matin vous allez vous lever, et demain soir sera pareil, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un rythme circadien. Et donc nous les terriens, on va dire, on est comme ça parce que notre environnement lumineux, en particulier la lumière du soleil et l'obscurité, cette alternance qui revient avec 23h56 que j'ai retenu tout à l'heure, bien du coup c'est relativement stable. Donc nous aussi, on est très entraînés à faire ça. Sauf que par exemple, je parlais des bateaux, des navigateurs qui font un tour du monde, qui traversent l'Atlantique, etc. Ils perdent un peu cette notion-là parce qu'en fait le bateau ne s'arrête jamais. Donc leur vie à eux, elle est continue. Alors que nous, notre vie s'arrête le soir. Et leur vie à eux continue, malgré un environnement qui, lui, reste très, je dirais, calé, quoi, hein, organisé. Et donc, ça peut poser problème. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que on a aussi, j'ai parlé de l'horloge biologique depuis tout à l'heure, mais on a aussi quelque chose qui nous donne aussi le tempo. Là, je pense que vous savez à peu près l'heure qu'il est, on est d'accord, sans regarder votre montre. Vous n'avez pas besoin de regarder votre montre pour savoir qu'on est aux alentours de 22 heures. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un indicateur qui s'appelle l'adénosine, qui vient, lui, nous donner
la durée depuis laquelle on est levé et on est réveillé. Ouais. Donc depuis ce matin, vous êtes réveillé à 7 heures. Depuis ce matin, il y a de l'adénosine qui vient se nicher sur les récepteurs de vos neurones et qui vous donne en fait cette durée-là. Donc on a les deux choses qui viennent s'accorder entre elles pour pouvoir donner la temporalité ou l'intemporalité, puisque si on perturbe ça, bien du coup, on va vraiment plus savoir en fait quelle heure il est, quel jour on est, etc. Et on perd un peu la notion des choses. C'est ce qu'on voit, je disais tout à l'heure, dans les expéditions polaires, par exemple. Où c'est extrêmement difficile en fait on est obligé de se forcer finalement à donner des synchroniseurs pour pouvoir garder la temporalité que tout être humain a besoin. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a ce problème quoi, de perdre la temporalité à cause de ça, d'un point de vue c'est vraiment différent. Écoute, je ne suis pas un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce mécanisme-là qui pose problème. Peut-être qu'il y a une conséquence qui peut être celle-là. C'est pas l'origine, je pense. En tout cas. Les expériences hors du temps. Est-ce qu'il y a un métier où vraiment on souffre de ça en fait? Moi je pensais par exemple aux hôtesses de l'air par exemple, qui voyagent beaucoup, ils arrivent dans un pays, pour eux dans leur tête il est midi alors qu'il fait noir, enfin, ça doit être terrible. Ouais, bien sûr. Alors, c'est sûr, hein, je parlais tout à l'heure dans 3 semaines, on va changer d'horaire, et donc vous avez tous senti que quand on a une perturbation là, dans cet entraînement, je dirais, hein, notre horloge biologique est très entraînée, jour, nuit, puis à un moment donné, on lui dit, attends, là, il y a 1 heure de décalage. Ah. Donc, l'horloge biologique et tout le corps a besoin de se réentraîner à ça. Et donc, si on a le cas, par exemple, voilà, des pilotes de ligne et des personnels navigants, vous avez incessamment en fait, ce manque de repères. Alors, ceux qui en souffrent le plus, on peut compléter avec de la mélatonine. On a maintenant aussi des solutions qui sont chimiques en tout cas, qui permettent de recalibrer ça. On a le cas aussi avec les tennisman, hein, qui sont des énormes... ils n'arrêtent pas de bouger tout le temps. Un coup c'est le tournoi de Shanghai, après c'est à Paris, et puis le lendemain c'est à New York. Voilà, donc on a des solutions qui permettent de faire ça, mais dans tous les cas, on a besoin de ce temps d'adaptation qui est à peu près d'1 journée par heure de décalage. Voilà, en gros, c'est ça qu'on peut retenir. Mais David, Oui, Nous, notre temps est rythmé, on voit le soleil, on ne voit plus l'altitude, vous en avez parlé. Mais il y a eu des expériences faites dans des grottes, toutes les expériences hors du temps. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques-uns des résultats qui en sont sortis? Oui, alors carrément, en fait, j'avais prévu de vous en parler, donc ça tombe très bien. Oui, parce que je suis bien collègue avec l'équipe de recherche de l'INSERM de Caen, enfin d'un labo sciences du sport, entre autres, de Caen, et qui a mené cette expérience dont je suis sûr que vous avez entendu parler, qui s'appelle Deep Time. C'était il n'y a pas longtemps, il y a un an à peu près, là, des 40 personnes qui sont rentrées dans une grotte en Ariège et qui sont ressorties au bout de 40 jours. L'expérience, elle était intemporelle, pour le coup. C'est qu'on coupe en fait on coupe tous les éléments qui nous donnent la notion du temps. Sauf, et c'est ça qui était très intéressant, les activités sociales, puisqu'ils étaient 40. Et donc en fait, l'idée de Deep Time, il y a beaucoup d'idées, hein, c'est beaucoup de questionnements scientifiques, beaucoup d'hypothèses, etc. Mais celle que je trouve, en tout cas, hyper intéressante et qu'on n'avait pas encore trop vue, c'est l'idée du groupe qui s'entraîne lui-même, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a plus les événements extérieurs, effectivement, le jour, la nuit, les repas, les machins. Enfin, on mange quand on a envie de manger, on dort quand on a envie de dormir, etc. Sauf que là, on a l'entraînement social. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Et ce qu'il en ressort, parce que ça va être encore les traitements des data là, enfin, il y a tellement de données que c'est long, donc ça va pas tarder à sortir. Ils vont pas bientôt faire une conf de presse, je crois. Et en fait, ce qui semble ressortir, c'est que déjà, il y a un vrai entraînement social. C'est-à-dire que du coup, un être humain tout seul ne réagit absolument pas de la même manière que quand il est en groupe. On a des meneurs, il y a des gens qui entraînent tout un groupe
temporalité des choses. Ça, je trouve ça exceptionnel. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient, c'est ça que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que notre horloge biologique, elle est calée par 24 heures, mais si on la laisse faire toute seule, on appelle ça le libre cours, eh bien du coup, une horloge biologique en libre cours va tourner, on croyait qu'elle tournait aux alentours de 24h30, 25h. Donc c'est bien un recalage qu'on fait avec le soleil. Et là, il semblerait qu'il y ait des cycles qui puissent aller jusqu'à 30h, 35h. C'est-à-dire vous laissez un être humain tout seul, en lui coupant toute la notion du temps, vous le laissez faire ce qu'il veut, et bien, du coup il ne fonctionne plus sur 24 heures, il fonctionne sur 35, 36 heures. Voilà. Donc c'est un cas, je pense, assez extrême, mais globalement, voilà, ça ressemble à ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Là, on a pas mal parlé de quand on est plutôt éveillé, où on a une perception relativement linéaire du temps, bon, avec une certaine élasticité, comme vous avez dit, parfois le temps passe plus ou moins vite, mais puisque vous êtes assez spécialisé dans le sommeil aussi, j'ai cru comprendre, je pense qu'on a tous fait cette expérience où la nuit, on perd particulièrement la notion du temps. Il y a une élasticité extrême entre le temps où on rêve, le temps où on ne rêve pas, et quand bien même ça nous arrive dans la journée de plus trop savoir quelle heure il est, ça nous arrive encore plus la nuit, si on se réveille, de ne pas du tout savoir quelle heure il est. Je voulais juste savoir quelles étaient les recherches scientifiques autour de ce qui se passe dans le corps, dans la tête, sur notre relation au temps pendant le sommeil et quand on sort brutalement de ce sommeil. Merci. Ok. Merci pour votre question. Alors, en fait, quand on est éveillé, je disais tout à l'heure qu'on avait une accumulation de cette petite molécule qui s'appelle l'adénosine et qui vient se nicher sur nos récepteurs, enfin sur des récepteurs en fait de nos neurones qui sont en fonctionnement. Et donc en fait, ça nous donne une accumulation de quelque chose, une accumulation que finalement notre corps est capable de percevoir jusqu'à un moment donné où il y a trop, et puis du coup on a envie de dormir. Sauf que quand on dort, en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a le nettoyage en fait, de cette adénosine, de ces récepteurs. Et donc je trouve qu'il n'est pas très étonnant finalement qu'on n'ait pas du tout la même perception entre l'éveil et le sommeil. D'autant qu'on n'a absolument pas conscience, en théorie, de ce qui se passe pendant notre sommeil. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'on ne se réveillait pas tout à fait dans la même position que celle dans laquelle on s'était endormi. On a bougé et on ne s'en souvient pas. Donc on a une perte de conscience quand même qui fait que de toute façon on ne peut pas avoir la même relation au temps, à mon sens. Voilà, donc après, je ne sais pas si je peux compléter peut-être la réponse, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question, mais je crois vraiment que le sommeil est un état tellement différent de l'éveil que ça me paraît assez logique qu'on ne puisse pas avoir la même notion du temps. Néanmoins, si vous vous réveillez à 3h du matin, vous savez qu'il n'est pas 7h. C'est garanti. Vous voyez, c'est que vous n'avez pas forcément conscience du temps qui s'écoule. Néanmoins, il y a quand même cette horloge biologique qui va quand même vous faire sentir à 3h du matin, si vous vous réveillez, qu'il n'est absolument pas 7h et qu'il n'est pas minuit non plus. Vous voyez. Donc, voilà, j'ai un peu de mal à répondre mieux que ça à votre question, mais on pourra peut-être débriefer après. Je compléterai. Moi, j'aurais une question pour vous trois sur finalement les limites du temps. Alors, pour le physicien, la question que je lui poserais, c'est il y a par exemple, je pense aux inégalités d'Heisenberg, qui montrent qu'avec l'instrument le plus puissant qu'on aura créé, on aura toujours cette limite théorique qui est, quand je prends deux grandeurs, ici j'ai parlé de la vitesse et de la position, on peut parler aussi de l'énergie du temps. Donc toi, tu te cales sur des niveaux d'énergie pour mesurer le temps le plus précisément possible avec une horloge atomique. Mais plus tu vas vouloir connaître avec une
une grande précision de l'énergie, moins tu connaîtras précisément le temps, c'est ce qu'Eisenberg montre, et réciproquement. Est-ce que ça va imposer que, même avec la plus belle technologie du monde, il y a un moment, le nombre de chiffres après la virgule que tu es capable de déterminer, ça va s'arrêter. Donc ça, c'est la question pour le physicien. Pour le sportif, est-ce qu'il n'y a pas un moment, on arrêtera de battre le record du 100 mètres? C'est-à-dire qu'est-ce que physiologiquement, ce que Usain Bolt a fait, ce sera plus possible d'aller plus loin. Et pour l'art, est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement, pour créer une œuvre, il y aura une limite en termes de temps? C'est-à-dire que je pense que les gens qui pensent à l'art contemporain, il y a une œuvre qui va être créée instantanément ou une œuvre où un artiste va y consacrer une vie entière, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une limite dans votre manière de vivre le temps pour le physicien, pour mesurer le temps dans le sport, une limite physiologique ou dans l'art? Voilà, c'est la question. Je dirais dans l'art, il y a peut-être cette nuance qu'on peut faire avec tout ce qui se fait maintenant au niveau des œuvres dématérialisées, où en fait un artiste va travailler sur une œuvre qui n'existe pas là encore, mais une œuvre numérique qui va être envoyée sur l'idée d'une instantanéité. Il y a aussi ce rapport, dont on en parlait aussi tout à l'heure, d'un artiste Romano Palca, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait en fait de sa vie son œuvre, où il s'est photographié à des cycles de vie complètement différents, où en gardant le même cadrage, on le voit de 30 ans à ses 70, 80 ans. Et là, on a vraiment, tu disais, cette idée d'un artiste qui a voué sa vie à son art. Là, il y a aussi, je pense, par rapport à ce qu'on peut rappeler les nouveaux médiums, les nouvelles façons de concevoir les œuvres d'art, peut-être qu'il y a peut-être un petit hiatus qui se crée entre les deux, oui. Alors oui, l'œuvre de Romano Palca, là, celle-ci, c'est pas celle du portrait. Là, c'est un travail qu'il a fait en fait sur l'infini, où il va réaliser des toiles où là, en fait, il s'oblige à reproduire des toiles où en fait, il va commencer le chiffre 1 en haut à gauche et terminer le dernier chiffre en bas à droite. Et l'idée de son œuvre, c'est vraiment de travailler comme ça sur des chiffres, de remplir d'étoiles et d'étoiles et d'étoiles. Et il s'inscrit, enfin, j'ai même vu un reportage de lui où il expliquait qu'en fait, pour lui, le travail ultime qu'il aurait aimé faire, enfin qu'il aimerait faire avant sa mort, malheureusement il est décédé, c'est à chaque fois, lorsqu'il inscrivait ses chiffres, il ajoutait à chaque fois 1% de plus de blanc dans ses écritures pour arriver justement sur une œuvre quasiment illisible, puisqu'on serait sur un monochrome. Et là, on est encore dans cette idée là, on n'est plus dans l'idée du portrait, mais on est vraiment dans l'idée de décompte de vie, de décompte de travail, en fait, de faire de sa vie son œuvre et inversement. Donc, pour illustrer la course au record, un peu, j'aurais plus envie d'utiliser le record du marathon. Il est plus facile à expliquer. Le record du marathon, il stagne depuis un petit moment là autour de 2h01, plus ou moins quelque chose. Donc on a des terrains qui vont plus ou moins vite, enfin des marathons qui vont plus ou moins vite. Généralement ils font à Berlin, c'est un marathon qui va vite. Et on se rend compte en étudiant ça, en étudiant la physiologie dans le marathon, que l'être humain il a des limites physiologiques que de toute façon on ne pourra pas dépasser. Fonctionnellement, en fait, par exemple, je vais prendre le cœur. Si vous avez un cœur qui est trop petit, il n'est pas efficace, on ne peut pas véhiculer l'oxygène jusqu'aux muscles, et donc on ne peut pas faire une perte sur un marathon. Et que si on a un cœur qui est trop gros, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, c'est même un cœur qui devient pathologique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des limites physiologiques qui feront qu'on sera bloqué en termes de temps, en termes de record. Donc voilà, ça va être forcément, donc on cherche après, comme dans toute recherche, que ce soit dans n'importe quel domaine ou dans le sport, on cherche les détails qui vont nous permettre d'aller grappiller quelque chose. Mais disons qu'on a eu le temps au marathon qui est descendu très très vite, je pense, dans la fin des années 90, 2000, et puis après on va avoir une stagnation parce que en fait
après l'explosion en fait, des capacités qu'on a eues, nous scientifiques, de trouver en fait, des clés pour faire accélérer les gens et puis que du coup ils battent les records, à un moment donné ça va stagner. Usain Bolt, c'est possible que ça tienne encore longtemps, on est à son hauteur, ça tient super longtemps. On a vraiment peut-être que des êtres un peu exceptionnels qui à un moment donné pourront dépasser quelque chose. Et je ne parle pas évidemment des contributions non autorisées dans le sport, qui sont aussi un dossier un peu compliqué à gérer. Alors donc je reviens sur la première partie de ta question tout à l'heure, où tu évoquais les inégalités de Heisenberg et le fait que deux variables qui sont conjuguées, on ne peut pas les mesurer en même temps avec une précision infinie. Donc tu citais le cas de la position et de la vitesse, ou de l'énergie et du temps. Alors, et donc ta question c'était, est-ce qu'à cause de ça on risque d'être limité? Je pense qu'il y a une réponse simple, c'est que cette inégalité elle est valable pour une mesure, mais en fait nous on fait un très grand nombre de mesures. Typiquement, donc, quand j'ai parlé de 18 chiffres significatifs, là en fait c'est ce que nous on appelle l'exactitude, c'est-à-dire c'est l'intervalle de confiance qu'on a sur la valeur qu'on mesure. On sait qu'on a un certain nombre d'effets systématiques qui vont affecter cette mesure, mais on sait les corriger. Et les 18 chiffres significatifs, c'est ce qu'on appelle donc l'exactitude, c'est en gros c'est l'incertitude sur les corrections. Et il y a autre chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire c'est la résolution qu'on peut avoir en un coup. Alors ça reste une mesure physique. Donc forcément, au final, la mesure physique, elle est faite par des appareils, et ces appareils, ils ont leur bruit, dont dans beaucoup de cas on ne peut pas s'affranchir. Donc on a besoin de moyenner pendant très longtemps. Ça nous arrive de faire des mesures d'horloge ininterrompues qui durent pendant des mois et des mois, parce que c'est le temps qu'il faut pour arriver à la résolution statistique qu'on va chercher. Là où on va atteindre une limite, pour répondre à ta question, c'est plutôt en fait dans la nature même des atomes, au sens où même si les fréquences internes sont très très bien contrôlées et très peu affectables par des paramètres extérieurs, elles le restent quand même. Je vais donner un exemple très simple. Et je pense qu'on va buter sur cette limite dans pas longtemps du tout. Tout à l'heure, on parlait des marées avec toi, quand on discutait avant la conférence. Les marées, elles sont dues à l'attraction des masses d'eau sur Terre, d'une part parce que la Terre et la Lune ont une certaine phase, la Terre et le Soleil ont une autre phase, donc on a des marées océaniques, on a des marées terrestres. Tout ça, ça fait changer la valeur du champ de pesanteur localement. C'est pas si petit que ça, en fait. Localement, c'est le 6e chiffre significatif qui va changer. Et ça, en fait, si on arrivait à avoir une résolution statistique suffisante, et avec les moyens qu'on a en ce moment, on en est presque là, et ben on va commencer à voir que les fréquences des horloges, en fait, elles changent simplement à cause du fait que le potentiel gravitationnel, là où est située l'horloge, va changer. Et là, mine de rien, on est en train de poser une question assez fondamentale, parce que comment est-ce qu'on peut définir le temps précisément dans ces conditions-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on définit le temps quand on est à marée haute? Est-ce qu'on définit le temps quand on est à marée basse? Il y a une vraie question qui quelque part est presque à la limite entre la science et la philosophie. Donc c'est une question sur laquelle on va devoir s'accorder. Et est-ce que la réponse, c'est pas comme pour les ondes gravitationnelles, il faut faire les mesures simultanément dans des endroits différents?
Alors non, parce que en fait, les différents endroits sont affectés de façon différente par les marées, et du coup ça ne marcherait pas. La seule solution, c'est de définir très proprement une grandeur qu'on appelle le géoïde, qui est en fait une équipotentielle terrestre qui correspond au niveau moyen des océans, mais le niveau moyen des océans, il n'est pas facile à définir, parce que à cause des courants, on sait très bien qu'il y a des creux permanents dans la mer, par exemple, à cause du Gulf Stream, à cause d'autres paramètres. Et donc, il y a des projets d'horloges atomiques transportables qui sont en train de voir le jour. On en a commencé un récemment, justement, au Cirque, à l'Observatoire de Paris, dont l'idée est justement de pouvoir balader une horloge atomique sur le terrain, pouvoir faire des mesures avec le maillage le plus important possible, et ça avec le but de contribuer à une meilleure définition du géoïde, parce que si on veut redéfinir la seconde un jour, et ben, un des prérequis, ça sera justement de pouvoir accorder tout le monde sur le fait qu'il faut pouvoir se raccrocher à tout moment à un potentiel gravitationnel moyen à partir de la position à laquelle on se trouve. Et ça, typiquement, c'est le genre de limite auquel plus on zoome, c'est l'histoire de la physique finalement, plus on zoome, plus on regarde dans les détails, plus on se rend compte qu'on a été un peu naïf au début et qu'il va falloir raffiner les modèles. Moi, j'avais une question à Dominique pour changer un peu de sujet. Je voulais me mettre dans la tête d'un artiste d'art contemporain. Il y a des œuvres qui évoluent dans le temps. Alors, ça veut dire que la personne qui va faire l'œuvre imagine déjà comment son œuvre va évoluer dans le temps et se dire elle va être plus belle dans 10 ans, 20 ans. Ou alors c'est parce qu'il veut dire voilà, je fais quelque chose et je veux montrer la perfectibilité d'une œuvre, c'est-à-dire qu'elle va être détruite au bout d'un certain temps. Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Oui, enfin, il faut différencier les œuvres qu'on appelle, comme on disait tout à l'heure, les œuvres à protocole, les œuvres qu'on doit refaire, et les œuvres qui ont une durée de vie limitée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été faites par des artistes qui n'avaient pas ce souci justement de vouloir garder les œuvres dans le temps, notamment ce qu'on appelle les artistes de l'arte povera, qui est un mouvement italien des années 50-60. Et l'idée de ces artistes, c'est de réutiliser, de revenir un petit peu à la nature et de réutiliser des éléments du quotidien pour réaliser ces œuvres. Et nous, en tant que structure artistique accueillant des œuvres d'art et achetant des œuvres d'art, on a justement là encore ce petit problème d'œuvres qui ont été faites par des artistes qui les ont conçues comme quelque chose d'éphémère. On ne va pas vouloir véritablement les garder. Et nous qui faisons l'acquisition d'œuvres, dont le but d'infrac, c'est aussi de préserver ces œuvres, comme une sorte de banque en fait, hein, pour pouvoir ensuite les diffuser dans le bâtiment, mais également hors les murs. Donc il y a aussi parfois cette double problématique de vouloir préserver, tout en disant voilà, c'est quand même un artiste qui a quand même marqué son temps, on veut garder l'œuvre, et l'idée première de l'artiste qui n'était pas vouloir la garder. Et je vais revenir avec cette idée d'œuvre évolutive aussi. On a un exemple d'une œuvre d'un artiste qui s'appelle Hans Sacke, une œuvre qui a été faite dans les années 60, alors qui peut un petit peu dérouter le public, parce qu'en fait cette œuvre c'est un cône de terre qui fait à peu près 1 mètre de largeur, sur lequel on va venir ensemencer du gazon. Et l'idée c'est que l'œuvre entre le début de l'exposition et la fin de l'exposition ne verra pas du tout la même chose, puisque le gazon va pousser. Alors ce qui est assez rigolo, c'est lorsqu'on visite l'exposition, on voit parfois le médiateur ou le régisseur se balader avec son petit pulvérisateur dans le dos en train d'arroser le gazon en train de pousser. Là, on a aussi cette idée de, ben voilà, on est face à une œuvre qui va évoluer dans le temps, on ne voit pas la même chose, et c'est aussi tout l'intérêt de voir une même œuvre, mais avoir une expérience complètement différente avec cette œuvre. 15 jours à Wimbledon, c'est l'effet inverse. Ouais, mais là, c'est pas référencé comme une œuvre d'art. C'est pour ramener au sport. Tout à fait.
question, oui. Ah, David. Tremblay. David va poser une question. Est-ce que chacun de vous pourrait donner, je ne vais pas dire une définition, mais on va parler de la notion de simultanéité? Là, je vais jouer mon joker. C'est une définition de simultanéité. Pas forcément une définition, mais en parler. Ah ouais. Donc la simultanéité. Le premier de nous trois qui a une idée. Deux événements se passent en parallèle au même moment, c'est ça? Justement, si vous pouviez m'éclairer, je pense que j'ai dans ma tête une définition un peu trop physique. Je voudrais étendre cette notion. Alors moi, la simultanéité, je le conçois justement comme deux événements se produisant au même moment, sur l'idée d'un petit peu d'idée miroir. Je ne sais pas si c'est un peu l'idée. Je suis ouvert à toute Peut-être qu'on proposition. peut me poser la question aux physiciens. Est-ce que vous avez déjà réussi à ne pas pouvoir distinguer de durée finalement, à pas avoir la précision pour pouvoir distinguer de durée? Alors, je dirais oui. En fait, même la plupart du temps, c'est un problème pour nous parce que une des choses dont j'ai parlé tout à la fin de mon exposé, c'est que maintenant on a ce réseau européen d'horloges qui est connecté et qui permet de faire des mesures pour les comparer à distance. Mais une des contraintes, c'est justement que ces horloges, elles doivent être interrogées exactement en même temps. Et autant faire des mesures simultanées de deux appareils qui sont situés l'un à côté de l'autre dans le même laboratoire, ça, c'est pas très compliqué. Autant faire des mesures simultanées de choses qui sont situées à des milliers de kilomètres de distance, ça pose un problème technique supplémentaire. En fait, on ne peut pas juste se baser sur les ordinateurs, parce que les ordinateurs, ils sont synchronisés sur des protocoles qui sont bons à la milliseconde, probablement. Donc, on a pour s'assurer de la simultanéité, on a une couche supplémentaire pour référencer nos mesures. Et on passe par des réalisations locales de l'échelle de temps internationale. Donc, une des échelles de temps internationales, la plus courante probablement, c'est ce qu'on appelle UTC. C'est le temps coordonné universel. Il y a plusieurs instituts européens qui ont leur propre réalisation de cette UTC. Donc nous, par exemple, à l'Observatoire, on réalise UTC-OP, qui veut dire UTC Observatoire de Paris. Nos collègues européens réalisent la même échelle de temps, mais ce sont des réalisations, donc elles ne sont pas parfaites. Et tous les mois, le BIPM met des données en commun pour pouvoir fabriquer a posteriori cette échelle de temps qu'on appelle UTC, et chaque institut essaye de corriger pour ramener son UTC local vers l'UTC maître, l'UTC central. On est en train de diverger un petit peu, mais tout ça pour dire que pour nous, la simultanéité, ça peut être un vrai challenge technique. Donc si on ne fait pas de mesures simultanées, on s'en aperçoit tout de suite. Et on est obligé de passer par une structure bien adaptée pour justement s'assurer de simultanéité des mesures à échelle continentale. Est-ce qu'en sport, il y a eu des cas au JO, tout ça, où on pouvait départager deux coureurs parce qu'ils sont arrivés en pleine simultanéité Oui, il y a sûrement eu ça. Non, mais en même temps, je me disais que chez l'être humain, je pense que c'est très difficile d'avoir des choses qui sont simultanées, en fait, parce que
C'est parce que tout à l'heure vous parliez d'un groupe dans une grotte et puis finalement, bon. Oui, et ce que j'ai dit surtout, c'est que tout à l'heure j'ai surtout dit que un groupe pouvait s'entraîner à faire des choses ensemble. Et ce qui était enfin, on va juste attendre encore un peu de voir les résultats de Deep Time, mais en fait, ce qui semble ressortir et qui est intéressant, c'est que vous avez un effet du groupe comme un entraînement à respecter un certain timing, un certain temps en fait. Si dans un groupe, dans le groupe de la grotte, une personne ne va pas se coucher, alors elle entraîne les autres à ne pas aller se coucher, vous voyez ce que je veux dire. Et si tout le monde dort, le dernier, il dit bon bah je vais dormir en fait. Alors que biologiquement il n'en a pas forcément besoin, mais il en perçoit peut-être le besoin parce qu'il y a ça. Alors je ne vais pas aller plus loin que ça, mais dans l'idée, c'est que la notion de simultanéité, dans ce que moi je connais, hein, le sommeil en particulier, c'est extrêmement compliqué parce que chaque être humain est tellement différent au final qu'on peut avoir des choses qui se rapprochent, mais on n'aura jamais une simultanéité vraiment parfaite. Après, tu as des sports, je pense au plongeon synchronisé, à la natation synchronisée, des choses comme ça, où ils doivent cultiver et travailler cette simultanéité. Et ils n'ont pas les mêmes corps. Enfin, souvent, c'est pas des jumeaux, par exemple, qui font ça. Même si dans le sport, je pense au Brian, le tennis, c'est des jumeaux, mais ça arrive de temps en temps. Mais donc, du coup, ça doit être compliqué de travailler cette simultanéité. Ça demande beaucoup de boulot. Donc c'est la recherche de la simultanéité, mais un plongeon à deux, tu vois, est-ce qu'il y a la note de 10 sur 10, sur quel critère on se pose, etc. Mais tu vois, il y a toujours un peu de différence en soi. Je pense que physiologiquement c'est impossible. Et ce qui semble là être dit, si j'ai bien compris, c'est qu'on a aussi autant de difficultés dans quelque chose qui est vraiment hyper contrôlé, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Mais effectivement, le sport, c'est la recherche du contrôle, hein, de toute façon. De la même manière que là, on cherche à avoir le plus grand nombre de chiffres après la virgule pour la déviation. Là, en sport, on cherche tous les moyens pour essayer de grappiller quelque chose. Et donc ça va un peu dans le même sens. Oui, alors Eric en fait est meilleur médiateur que moi parce qu'en fait il se souvient mieux des expositions. Là actuellement on accueille une exposition d'un artiste qui s'appelle Marc-Antoine Garnier et justement on peut être dans cette idée de simultanéité, ça va être compliqué à dire pour moi vu l'heure, en fait où il photographie des ciels, le ciel a des horaires complètement différents avec un cycle qui peut se faire donc là par la couleur et la lumière. Là c'est pas celle-ci qui est la plus parlante. Mais en fait, il a réalisé des photos qu'il a imprimées sur des... Voilà, alors là, c'est la suite au rez-de-chaussée, et c'est plutôt celle qu'au 5e, qui est un peu plus parlante. En fait, il a imprimé des ciels sur des rouleaux, qui sont ensuite présentés au niveau du 5e étage, au niveau du belvédère. Et en fait, il y a un jeu intérieur-extérieur qui se crée. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on tourne autour de ces cylindres, autour de ces ciels. On a une sorte de petit parcours mental, donc c'est un ciel avec des couleurs complètement différentes et qui prennent, non, ça va être compliqué à trouver parce que je crois que ça doit être un autre visuel. Mais c'est pas grave, du coup ça vous forcera à venir me voir au FRAC. Donc on a ces cylindres qui prennent un peu même une vision, Eric peut confirmer parce qu'il a vu l'exposition, à certains endroits on a l'impression que c'est du marbre très très fin qui a été sculpté et dont la lumière passe à travers. Mais là on a vraiment cette idée justement de ciel, d'un même ciel, mais pris à des horaires complètement différentes, mais visibles au même moment. Donc là, on en revient à ce que tu évoquais. Alors là, on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, et alors on est quand même tous curieux, parce que tout à l'heure, tu nous as fait voter avec un code barre, et on voudrait savoir le résultat et ce que tu tires de ce résultat. Voilà, c'est le résultat. Donc là, c'est tracé entre 0 et 33.
c'est pas très dispersé. Hein. Donc, il y a 2 personnes qui ont voté 10 secondes, il y a eu un 13 secondes, il y a eu 2 14 secondes, il y a eu 3 16, 3 17, 3 18, 2 19. Bah, la bonne réponse était 17. Donc finalement, il n'y a pas tant de dispersion que ça. Alors si on avait eu plus de temps, j'avais prévu de faire l'exercice sur un temps plus long, mais c'est difficile pour une audience qui est concentrée à écouter un discours en même temps. Mais bon, vous en êtes plutôt bien sortis. Peut-être Rémi, toi tu peux commenter ça, pourquoi on n'est pas capable d'avoir la notion du temps de la même façon, non? Je vais vous dire comment moi j'ai fait. J'ai remarqué ça, donc moi j'ai répondu 16. J'ai écouté mon cœur en fait, pour la seconde. Enfin, voilà. Et il n'y a aucune raison que mon cœur batte à 60. Mais en tout cas, ça a été mon repère pour essayer d'être le plus précis possible. Je ne sais pas comment vous avez fait. Toi, t'es un grand romantique, t'écoutes ton cœur tout le temps, en fait. Voilà, j'écoute mon cœur. C'est intéressant ce que tu dis. On a chacun sa technique. Moi, j'ai répondu 10 secondes, donc tu vois, je suis nul. Il ne faut pas prendre la mienne. Non, mais en fait, tout dans notre corps en fait, est rythmé. Tout a des rythmes. En fait, les neurones fonctionnent à un rythme très élevé. Si tu fais un enregistrement de neurones, tu es à quelques hertz, mais tu es quand même à quelques hertz. Quoi. Donc tout est rythmé. Et en fait, c'est la perception qu'on va avoir de ce rythme-là. En fait, j'en reviens un peu, je boucle avec ce que je disais tout au début, c'est que finalement, on a peut-être des capacités qui sont différentes, de sentir des rythmes qui sont plus lents, d'autres peut-être plus rapides, etc. Effectivement, la fréquence cardiaque, si tu es à 60 battements minutes, a priori, tu pouvais compter le nombre de... Enfin, voilà, tu peux peut-être t'y fier. C'est pas forcément très simple non plus. D'ailleurs, il faut quand même que tu m'expliques comment tu as fait pour déjà écouter ton cœur, ça je suis pas sûr de comprendre. Ouais, j'ai ressenti mon cœur. Et donc à quelle fréquence cardiaque étais-tu, tu sais? Non, on ne saura pas le secret. Non. Moi, je voulais revenir à une question encore, parce que tu parlais des marathons, mais il y a aussi les ultra-trails. Les gens qui courent pendant super longtemps dans des endroits très compliqués, chose qu'on fera peut-être jamais dans notre vie, nous. Mais alors, qu'est-ce que tu en retires, en fait? Parce que les gens, ils vont courir des centaines de kilomètres, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'en retire? Bon, je sais pas, vous avez la nuit, non? Qu'est-ce que j'en retire et que je vais lier au temps? Je vais quand même dire que cette perception dont j'ai parlé tout à l'heure, finalement, aussi, alors là, le cas des ultramarathons, c'est que là, on a une grosse privation de sommeil. C'est-à-dire que là, les gens vont avoir jusqu'à 50 heures, 60 heures sans dormir, et tout ça en marchant ou en trottinant. Pour faire ultramarathon, par exemple, 170 km autour du Mont Blanc en moins de 46 heures. À pied, je parle pas en voiture. Donc ça donne un peu, avec 10 000 mètres de dénivelé évidemment. Donc on monte 2 fois le Mont Blanc, on redescend. Enfin, voilà, c'est un truc un peu fou. Et en fait, l'intensité et l'état produit par la privation de sommeil, en fait, alors là pour le coup, fait perdre aussi la notion du temps. C'est-à-dire que ce repère que Arnaud pouvait avoir tout à l'heure avec sa fréquence cardiaque, qu'il a là bien, parce qu'il a les capacités en fait cognitives de se centrer sur un repère, et en fait la perception est totalement différente et on perd en fait tous ces repères, pas tous, et on perd un certain nombre de repères parce que le cerveau est plus tout à fait capable en fait de ressentir en fait ce qu'on est capable de sentir lorsqu'on est bien reposé. Voilà. Donc voilà, ça dure longtemps. Le rapport au temps, il est surtout sur la longueur en fait. Est-ce qu'ils ont les yeux rivés sur la montre quand ils le font? Ou plus du tout, ils l'oublient complètement? Au début, oui. Parce qu'il y a un plan. Enfin, bon, moi, je travaille beaucoup avec les amateurs plus que les professionnels. Dans l'ultra, je travaille qu'avec des amateurs. Donc il y a un certain stress. Et la montre va permettre
en fait de tenter de respecter un plan. C'est-à-dire, je dois être à tel endroit, à telle heure, je dois avoir mis tant de temps pour faire les tant de kilomètres. Donc il y a cette notion-là. Puis à un moment donné, pour la majorité d'entre eux, quand même, on perd un peu cette obligation qu'on s'est mise, cette obligation du temps qu'on s'était imposée. Parce que le but, c'est tellement dur que le but, c'est juste de finir après. Il n'y a plus de notion de performance. Plus on est devant, plus on a de la notion de performance. Mais c'est vrai que pour quand même, je dirais, 90% des gens qui font ce genre de sport, c'est terminé. Je pense qu'il est temps de remercier nos intervenants. Et un grand merci d'être venu. C'était passionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est fini la nuit des temps à Dunkerque.